Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette soirée électorale de Blast, le souffle de l'info. Alors Denis, tu es à côté de moi. Quelle est ta première réaction après ces résultats? J'ai passé la journée avec l'espoir de voir Mélenchon grignoter sur Marine Le Pen. Et j'avoue que ce qui m'a le plus étonné, c'est l'effondrement de Valérie Pécresse. C'est-à-dire que on l'attendait autour de 10 et je sais même pas si elle arrivera à 5, quoi. Ce qui fait que ça a baissé, quoi. Mélenchon est à plus de 20%, enfin, et il était pas loin de réussir son pari. Et moi j'y ai cru, et là il y a comme une sorte de réalité qui nous rattrape, un principe de réalité qui fait que les deux précédents candidats sont à nouveau en place. Et la première réaction qui me vient, c'est celle des médias. C'est-à-dire, je pense que Emmanuel Macron comme Marine Le Pen ont été soutenus par les médias. Il y a eu une construction médiatique. Pour Marine Le Pen, on voit bien qu'il y a une droitisation du pays, mais liée aussi beaucoup au système Bolloré, à la manière dont on a matraqué des idées racistes, des idées xénophobes tout au long de ces 2 dernières années. Ça a été insensé. Et puis Emmanuel Macron est quand même bien protégé par les médias dominants. Le dernier exemple en date, c'est McKinsey, qui est quand même une énorme affaire, contrairement à tout ce qu'on dit, où on voit que il a été fabriqué par ce cabinet et qu'il y a des liens très étroits entre McKinsey et La République en marche. Donc il y a quelque chose et les médias dominants en ont pas beaucoup parlé, quoi. Donc je crois c'est pas du tout, on est à Blast aujourd'hui, c'est vraiment, moi je suis très content de cette soirée. J'espère qu'elle va bien se passer. C'est un gros challenge aussi, le direct et tout ça. Aussi. Je sais. Et non, mais c'est d'où l'importance d'avoir des médias libres, indépendants, où on peut se tromper, mais où on puisse donner la parole à ceux qui l'ont moins qu'ailleurs, quoi. Et si je pense qu'aussi au niveau des médias indépendants, cette élection et ces résultats doivent nous faire réfléchir, quoi. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on travaille plus ensemble, parce qu'on a vraiment les jours et les semaines qui viennent avec les législatives sont importantes aussi. Et si on veut pas tomber dans une sorte de catastrophe quand même, parce que c'est quand même assez catastrophique. C'est bien pour ça qu'on tire un peu tous la gueule. Il faut se battre journalistiquement et puis il faut se battre politiquement. Voilà, mes invités sont en place, donc je vais vous les présenter. Claire Lejeune, vous êtes une des figures des marches pour le climat. On a fait votre connaissance à ces occasions. Vous avez été secrétaire fédéral des jeunes écologistes de 2018 à 2019. Et en janvier, vous avez rejoint l'Union populaire. Donc ce soir, vous représentez parmi nous l'Union populaire. Gérard Filoche, alors vous êtes un inspecteur du travail à la retraite. Vous avez été longtemps au Parti socialiste. Ensuite, vous êtes aujourd'hui un des animateurs de la gauche démocratique et sociale. Exact. C'est bien ça. Voilà. C'est bien. Et vous avez un long parcours politique, vous avez écrit de nombreux ouvrages politiques, donc on vous connaît bien. Ça veut dire que je suis jeune depuis plus longtemps que les autres. Aurélien Taché, vous êtes député du Val d'Oise. Alors vous êtes un ancien socialiste rallié à La République en marche en 2017. Et en 2020, vous claquez la porte et aujourd'hui, vous êtes coprésident des Nouveaux Démocrates, donc un nouveau parti qui s'est créé en décembre 2020. C'est ça. Stéphane Rosès, vous êtes président de CAP, Conseil Analyse et Perspective, et vous êtes également enseignant à Sciences Po. On va écouter un extrait de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon et je demanderai ensuite à Gérard Filoche de réagir sur cette déclaration qui est quand même s'ouvre elle sur l'avenir, alors même que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas au second tour. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message...
Gérard Filoche, on avait beaucoup reproché à Jean-Luc Mélenchon d'avoir été un peu sinueux en 2017. Là, il est extrêmement clair. Pas une voix de la France insoumise, pas une voix de l'Union populaire ne doit se porter sur Marine Le Pen. Ça veut dire que ça laisse quand même deux possibilités aux électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et les autres, c'est soit de voter pour Emmanuel Macron, soit de s'abstenir. Vous avez appelé à voter Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous ferez au second tour? Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Mais encore, il faut qu'elle soit battue. Parce que là, on sort du pire et on risque encore plus pire. Donc, quand on défend les droits des salariés, on a de quoi être en rage ce soir. Parce qu'on n'a aucun candidat qui nous représentera en face. Pour défendre nos salaires, pour défendre la retraite à 60 ans, pour défendre la réduction du temps de travail, parce qu'il y a 6 millions de chômeurs, ils montent, mais il y a toujours 6 millions de chômeurs, pour faire qu'il y ait un partage des richesses. Rien de tout ça va être fait avec Macron, et on est menacé, talonné par Le Pen, qui peut faire pire. Il y a de quoi être enragé quand même, en 5 ans, de ne pas avoir évolué. Et quand on défend le camp des salariés, on enrage qu'il y ait eu une telle division qui nous ait pas fait gagner. Parce que s'il y avait eu l'unité de la gauche et qu'un travail entre toutes les organisations de gauche, droitière, du centre, de gauche, d'extrême gauche, je m'en fous pourvu qu'elle représente le salariat, pourvu qu'elle représente une politique opposée à celle de la droite et de l'extrême droite. Si on avait pu faire un maillage, passer des accords dans les villes, dans les départements, dans les régions, on aurait gagné ce soir. Vous êtes bien rendu compte quand même que certains ne voulaient pas. Mais oui, mais dire, Madame Hidalgo, je renonce pas, parce que je veux pas qu'on me refasse le coup dans les 5 ans qui viennent. Moi, je veux une maison commune, pluraliste, unitaire, démocratique de la gauche dans les 6, 8, 10 mois, 15 mois qui viennent. C'est-à-dire, on peut pas rester dans cette situation désespérante. Vous pensez pas qu'il faut le faire dès les législatives? Ah ben bien sûr, mais ça, excusez-moi, on parlait là des présidentielles et de la gauche. Alors si vous voulez m'amener tout de suite à la question législative, il y a un seul mot d'ordre, un seul candidat de gauche par circonscription. Parce que sinon, vous allez avoir 577 candidats Verts, 577 candidats PS, 577 candidats PC, 577 candidats LFI, et avec 4 candidats au premier tour, il n'y en aura aucun qui sera élu. Ça sera exactement la même chose que ce soir. Donc soit tout le monde se met autour d'une table, et on négocie dans les circonscriptions, et on négocie au plan national, les deux. Pas seulement cas par cas, mais pour qu'il y ait un entente, pour qu'il y ait un découpage, pour qu'il y ait une seule candidature de gauche le 12 et le 19 juin. Et s'il y a une seule candidature de gauche, on peut peut-être corriger ce qu'on vient de subir ce soir. Mais si c'est pas le cas, c'est-à-dire si ça continue, si Jean-Luc Mélenchon... Mais Gérard Filoche, ça vous semble possible? Parce que ça, c'est ce que vous souhaitez, mais il y a quand même les mots qui ont été prononcés. C'est pas une question de possibilité, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix. S'il n'y a pas une rencontre entre Mélenchon, Faure, Bayou et puis Roussel, s'il n'y a pas une rencontre des 4 pour la question des législatives, la rage que des millions de gens ont ce soir, elle va être encore plus s'exprimer, elle se traduira par l'abstention. Stéphane Rodès, par une défaite encore plus grande. Il se peut qu'il n'y ait aucun député de gauche élu. C'est-à-dire que si on ne comprend pas la gravité de ce qui se passe, alors on va s'enfoncer encore plus, et c'est le sort de la gauche qui sera en jeu. Ça ne servira à rien de dire j'ai un pôle à 20% dans ce cas-là, parce qu'un pôle à 20%, il sera comme les autres, réduit à 0. Sur cette question des législatives, la main a été étendue. Il y a eu 2 lettres envoyées par l'Union populaire au Vert. Mais faut vous moquer, il faut pas envoyer des lettres. Faut inviter à une réunion avec le lieu de la réunion, la date de la réunion, l'ordre du jour de la réunion, et à qui on s'adresse. Parce que c'est faux cul de dire j'ai envoyé une lettre pour une fédération populaire démocratique en disant après ils n'ont pas répondu. On sait très bien quand on milite et qu'on a des responsabilités, c'est pas comme ça qu'on procède. On prend son téléphone et on écrit. Ensuite on prend l'opinion publique en disant voilà j'ai proposé telle réunion, j'ai proposé tel programme, j'ai proposé un candidat de gauche par circonscription. Et tant que j'entendrai pas ça dans la bouche de LFI, je sais qu'elle n'aura pas changé et que ça n'aidera pas pour l'unité. Moi ce que je dis en tout cas, c'est qu'on ne peut pas être un électeur de gauche et considérer, quand bien même Madame Le Pen fait des jolies déclarations sur le pouvoir d'achat, sur un certain nombre de choses qui peuvent comme ça sonner un peu sociales aux oreilles des citoyens, Le Pen ne parle jamais, effectivement, d'augmenter les salaires ou de la retraite ou quoi. Elle parle de baisser une taxe ici ou là, de manière un peu poujadiste, pour donner un air social à son programme d'extrême droite. Le Pen est nationaliste, vous l'avez dit, elle veut articuler questions sociales et questions nationales. Quel avenir pour la planète sur le plan écologique et social s'il n'y a pas un minimum de visée internationaliste derrière une politique qui se voudrait sociale? Et Le Pen est raciste.
Elle veut interdire le voile dans l'espace public. Elle veut empêcher quiconque d'être régularisé. Le Pen est raciste. Voilà. Donc il y a absolument pas de politique d'électeurs de gauche qui peuvent se retrouver là-dedans. Il peut y avoir des gens qui se trompent. Hein, elle est habile, ça fait longtemps qu'elle travaille, on n'a peut-être pas été à la hauteur, donc effectivement il faut se remettre en question, mais il ne peut pas y avoir de voix de gauche pour elle. Maintenant Macron, comment on fait ? C'est ça la question. Il faut lui mettre une pression énorme, il faut effectivement aux législatives montrer qu'on sera unis, il faut dénoncer ce qu'il y a dans son programme. La retraite à 65 ans, l'école qui va devenir payante, tout un tas de choses que les gens n'ont pas entendues. Les gens n'ont pas entendu. Il n'y a pas eu de campagne. Il y a eu la guerre, il y a eu plein de choses, il y a eu tout un tas d'événements qui ont fait que finalement, les gens, une partie des anciens électeurs socialistes, peuvent voter pour Macron sans, à mon avis, avoir bien conscience de ce qui se profile. Par exemple, sur l'école, c'est fondamental. Tout le monde est attaché à l'école publique en France. Tout le monde. Je peux pas croire qu'il y a un type mais Emmanuel Macron sera prêt à en tout 2012 promettre. qui peut accepter ça. Il faut lui montrer qu'on va effectivement. Parce que quelle garantie vous avez ? Il faut lui imposer effectivement une forme le report de voix ne sera pas automatique. Qu'est-ce qu'il va dire dans les 15 jours qui viennent ? Allons dans la rue, mettons-lui la pression, unissons-nous pour les législatives, montrons-lui qu'effectivement ce bloc est là, qu'il est vivant. Et qu'on est capable politiquement de lui imposer des choses. Ou alors on continue effectivement de se dire qui a été le principal fautif dans cette affaire. Et effectivement tout est foutu. Gérard Filoche a raison. À ce moment-là, on repart pour 5 ans sans un député ou sans un élu ou sans un début de mouvement social pour les 5 ans qui viennent. Et donc ce sera effectivement une discussion entre la droite et l'extrême droite, entre les néolibéraux et les nationalistes. Je suis pas sûr que personne n'ait envie de ça dans les gens qui ont pu voter Jadot, Mélenchon ou d'autres. Donc, pas une voix pour Marine Le Pen, et il va falloir construire un mouvement de résistance à ce second quinquennat, parce que c'est probable que du coup on se retrouve avec un second quinquennat à Macron. Et vu les annonces qui ont été faites, mais c'est quoi, c'est des manifestations dans les rues, c'est l'Assemblée nationale déjà. D'accord. Et puis c'est la rue, effectivement. Ça va être tout, et aussi tout le travail qui a été aussi fait dans la campagne là, dans l'Union populaire notamment, c'est le travail de comment on articule les mouvements sociaux, la résistance dans la rue, et puis le travail parlementaire, le travail au niveau des élections. Donc tout ça, il va falloir occuper tous les terrains. Et effectivement, il va falloir construire aussi en tirant les leçons de ce scrutin. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration majoritaire dans le peuple de gauche à ancrer les choses dans une ligne qui est de rupture et qui est radicale. En disant ça, on dit pas du tout il faut pas parler aux autres. Mais juste, dans tout mouvement, il y a un centre de gravité. Et là, le signal est clair qu'il va falloir organiser autour d'un centre de gravité qui a été clairement désigné par les électeurs. Donc à partir de ces leçons-là... Vous nous dites que la gauche doit se reconstruire autour de l'Union populaire. Je dis qu'il faut un centre de gravité politique extrêmement clair, parce que notamment par rapport à ce flou que Macron a instauré, il est arrivé avec son truc, il y a ni droite ni gauche, ça a pris... Bien mieux, il se réclamait de la révolution en 2017. Voilà, vous voyez bien, et il récupère même nos mots. Même il a cité, nos vies valent plus que leurs profits à son dernier meeting. Enfin, donc il faut faire un travail de résistance par rapport à ça, et il faut le faire par rapport sur la base d'une ligne politique claire. Voilà. Et vous êtes d'accord avec la proposition de Gérard Filoche, un seul candidat de gauche par circonscription ? Je m'avancerai pas là-dessus ce soir. Mais est-ce que ça vous semble dans son principe? Moi, je pense qu'il faut, là, le but, c'est un maximum de députés qui vont faire le travail de résistance sur les bancs de l'Assemblée nationale. Voilà. À partir de cet objectif-là, toutes les discussions sont possibles. S'il y a 4 candidats de gauche par circonscription, il n'y aura pas de députés à l'Assemblée. Il faut voir les conditions pour atteindre cet objectif. La question du mouvement dont tu parles avec un pôle, je suis évidemment pour un pôle unitaire. Je suis évidemment pour un pôle pluraliste. Oui, mais... Il n'y a pas un seul mouvement qui puisse être hégémonique. On a assez payé avec le PS. On ne va pas remplacer ça par un autre mouvement qui peut être hégémonique. C'est pour ça que j'ai parlé de centre de gravité politique et pas de... Mais centre de gravité, il peut pas être une unité thématique. Il peut pas être sur un seul thème et avec un seul parti. C'est quand même les électeurs qui ont arbitré. Là, Jean-Luc Mélenchon, ce soir, avec l'Union populaire, c'est 20%. Excusez-moi. Et la gauche, c'est 20%. Excusez-moi. Il y a le 20 mai 2020, il y a eu 22 organisations qui ont proposé l'unité à Jean-Luc Mélenchon. 22. En proposant 34 mesures. Ça n'a pas été fait. C'est sûrement parce que ça n'a pas été fait qu'on a perdu ce soir. Et donc la question, c'est de ne pas perdre la prochaine fois. Donc ce coup-là, faut écouter les 22 organisations qui ont proposé de se battre sur toute une plateforme de transformation sociale. Oui. Par exemple, si on veut défendre la retraite à 60 ans, faut être à 22, pas à 1. Si on veut défendre la question de la sécurité sociale, je prends cet exemple parce que on n'écoute pas assez Madame Le Pen. Elle est
comme les 4 autres candidats de droite, comme Zemmour, comme Pécresse et Macron, elle est pour rapprocher, comment ils le disent, le salaire brut du salaire net. Alors les gens, par millions, ne comprennent pas l'importance de ça. C'est à peu près 850 milliards à faire payer en moins par les patrons, à faire payer par l'impôt, en tuant le système séparé de la protection sociale, donc la Sécu. La Sécu est en jeu avec Macron. Il a commencé à la démanteler, elle a déjà commencé sous Hollande. Bon, toute la gauche, je parle de Bayrou, de Faure, de Mélenchon, de Roussel, a signé pour les 75 ans de la Sécu l'année dernière un texte commun. Moi, j'en revenais pas tellement il était beau. Une grande Sécu démocratique, basée sur des cotisations sociales proportionnées, avec une gestion démocratique, c'est-à-dire des nouvelles élections à la Sécu, c'est-à-dire un plan alternatif à Macron. Toute la gauche défendait ça. Si toute la gauche avait défendu ça dans cette élection, on l'aurait entendu. Mais ça n'a pas été le cas. Dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans qui viennent, Macron va passer à l'attaque là-dessus. Puisqu'il a le soutien. Quand il dit « j'écoute tous ceux qui me bousculent, qui poussent », il va écouter Zemmour, il va écouter Pécresse, il va écouter toute la droite qui lui dit « réduis le salaire brut, réduis les cotisations sociales », et lui-même, il veut les supprimer. Donc c'est une bataille qui se joue entre tout un camp, celui du salariat, qui est pluraliste, qui peut être unitaire, s'il n'y a pas un groupe qui veut imposer son hégémonie. Il n'y a rien de pire que de vouloir imposer un hégémonisme pour casser un mouvement. Par contre, vouloir rassembler, pendant c'est des bien. années et des années, le Parti socialiste a voulu imposer son hégémonie. Mais vous me dites ça, moi j'étais opposant dans le Parti socialiste. Alors. Vous le savez J'étais bien. opposant et je Vous le demandais savez bien. déjà à ce qu'il y ait l'unité et le respect Mais pour les autres tendances de gauche. Et quand il n'y a pas de respect pour les autres tendances de gauche, la gauche ne se respecte pas elle-même. Et donc, Jaurès disait, il faut pas demander aux gens de se rallier. Il faut les prendre avec leurs dignités antérieures. En 1905, Jaurès a fait, c'était une bataille de 7 ans, entre 1898 et 1905, ça s'est appelé le Congrès du Globe. Il a rassemblé 10, 12, 14 groupes différents socialistes à l'époque. Vaillant, Gued, je ne vais pas vous faire Mitterrand a l'histoire, fait ça bien, c'est ce qu'il faut faire. 1971. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Il faut pas prétendre Donc c'est ce que vous imposer. dites à Jean-Luc Mélenchon, il doit s'élargir. Mais je lui dis pas d'aujourd'hui, ça fait 5 ans que je le lui dis. Et je lui dis ce soir, si t'as perdu, c'est parce que tu l'as pas fait. Parce que sinon, tu aurais eu 23, 24, 25. Au lieu de te proclamer tout seul, puis d'aller dire ensuite à Roussel, je te tends la main. Roussel, il dit, mais tu me tends la main après t'être proclamé. Pourquoi t'as pas commencé par venir me voir? Alors, faut pas recommencer comme ça. Faut aller voir les gens avant de se reproclamer leader de la gauche. La gauche n'aime pas les Césars. La gauche aime la démocratie. La gauche aime les visages multiples. La gauche a aussi parlé dans les urnes aujourd'hui. La gauche, mais elle est dans la majorité en abstention, elle n'est pas dans les urnes. Elle n'est pas au deuxième tour. Mais il y a eu plusieurs, et vous le savez bien, parce il y a eu plusieurs moments au cours des derniers mois où des espaces ont été créés pour rendre possible cette union, cette unité. Non, il n'y a pas eu d'espace, je n'ai pas vu. Si, on a travaillé dessus. Espaces. Bien Gérard sûr, aussi, moi aussi. Mais pas forcément Jean-Luc Mélenchon, tu le reconnaîtras, ni Yannick Jadot. Alors, non, mais tu vois, je voilà. Donc mais moi, voilà. Qui a fait comme ça. Donc on a perdu, nous les militants, les gens qui ont essayé de proclamer oui, l'union. mais je veux dire, il y a eu moi ce que j'ai constaté et ce qui a aussi motivé ma décision d'aller contribuer à l'Union populaire, c'est 2 choses. D'une part, il y avait beaucoup des personnes, notamment ici de ELV et du PS, qui ne voulaient pas travailler avec Jean-Luc Mélenchon dans ces espaces-là et qui, je pense, aspiraient, et c'est à leur, c'est peut-être leur projet politique. Ils voulaient recomposer un bloc social-démocratique, écolo. Et ça se défend. Ça se unie et radicale. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Et donc, si l'unité n'incluait pas de manière centrale le bloc de gauche de rupture, le bloc de l'écologie populaire, ça ne pouvait pas fonctionner. Ça ne pouvait pas fonctionner dans les urnes. Parce que ce qu'on a présenté, c'est pas, on n'a pas demandé aux gens de voter Mélenchon pour Mélenchon. Les gens ont voté pour un projet de société. Les gens ont voté pour une vision de l'avenir. Surtout pour qu'il y ait un candidat au 2e tour. Même quand ils n'étaient pas d'accord avec Mélenchon. Parce que c'est ça qui les motivait. Mais Mélenchon pourrait vous répondre, par exemple, écoutez, Jadot n'a pas réussi ce que j'ai réussi. Parce que pour ça, il ne peut pas y en avoir 2. N'a pas réussi. Il peut pas y en avoir 2 qui réussissent. C'est pas la preuve que celui qui a réussi avait raison sur le fond. La gauche, si elle n'est pas au second tour, c'est pas parce qu'elle est divisée. Si. Non. Profondément. Elle est divisée, comme disait mademoiselle, elle est divisée parce que
ces façons de s'orienter sont pas adaptées aux terribles défis qui sont les nôtres. Défis sociaux, écologiques et la question de la souveraineté populaire. La Aurélien Taché veut réagir, là, je le sens bouillir. De la Juste souveraineté rebondir. nationale. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Mais C'est-à-dire je le sens bouillir, que allez-y. chez nous, là, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. La souveraineté populaire, est-ce que c'est nous qui avons la main sur nos dirigeants? Mais chez nous, du fait de notre histoire, puisque la France s'est constituée autour de l'État, et que l'État a précédé la nation, on a toujours besoin de se projeter. Et la projection, c'est la souveraineté nationale. Si on ne décide pas de notre sort, si 80% des grandes orientations sont prises ailleurs, alors tous d'élite, bref. Non, non. projection, c'est la démocratie. Aujourd'hui, elle n'existe que dans le cadre national. La démocratie n'est pas une finalité. Ah bah moi, La je suis pas d'accord démocratie- avec vous. Je Ah, suis mais pas désolé. pour les gens. Non, mais Sinon, Gérard il y aurait Village n'a pas- pas dit que n'a pas dit que les classes populaires aimaient la démocratie. Il a dit que la gauche aimait la démocratie. C'est pas tout à fait pareil. Les catégories populaires sont toujours trompées par les Césars. Et la gauche, une de ses missions historiques est de leur expliquer que non, le césarisme n'est pas la solution. C'est là où je peux pas être complètement d'accord avec ce que vous dites. Et effectivement, aujourd'hui, il faut articuler questions sociales et questions nationales parce qu'on n'a pas d'autre cadre politique et démocratique. Mais demain, la projection pourrait se faire ailleurs. On pourrait avoir un débat, en tout cas. Mais moi, je souhaiterais pourrait se faire qu'on en puisse... Europe, si c'était les peuples européens qui décidaient de Voilà, leur mais choix. nous nous interdisons pas. Et c'est pour ça que je me permets de rebondir. Oui, mais- Je n'aimerais pas qu'on laisse entendre, parce que moi, il y a beaucoup de choses que je trouve très justes dans les combats de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise et qui me parlent beaucoup et que je n'ai pas retrouvé toujours dans les familles politiques réformistes auxquelles j'appartenais auparavant. Mais ça n'est certainement pas la question d'une projection dans le souverainisme qui pourrait finir de me réconcilier complètement avec mes camarades un peu plus radicaux. Parce que là, on s'écarterait de la question démocratique et de la question internationale de manière trop importante pour qu'on puisse tous se réunir à un moment ou à un autre. Il peut pas y avoir de Si je peux me permettre démocratie sans d'intervention, souveraineté. de dire que Claire Lejeune, pardon. Pas de souci. Clara, excusez-moi. Oui, alors je suis complètement d'accord sur le fait que la question démocratique, elle est au cœur, en fait. Et la question, derrière la question démocratique, c'est la question de la reprise du pouvoir. Et voilà. Et là, ça s'appelle on est la d'accord. souveraineté. Et en fait, aussi, une des choses qui est un pilier dans le programme de l'avenir en commun et qui est mise en avant beaucoup parce que c'est central dans le projet, c'est la question de la 6e République, c'est la question de comment on sort du césarisme parce qu'on sort de la 5e. Donc pour moi, la démocratie, c'est pas une discussion entre 5 personnes à Paris. La démocratie, c'est la reprise du pouvoir par le peuple, par les urnes, et ensuite par une constituante qui permet de sortir d'un cycle, effectivement, qui est de fait césariste parce qu'on est dans la 5e République. Donc voilà. Donc pour moi, là, il y a deux urgences. Il y a l'urgence sociale qui est articulée à l'urgence écologique. Et puis, en fond de tout ça, il y a cette urgence démocratique parce qu'il y a cette aspiration à la reprise en main d'un destin qui nous est aliéné par le néolibéralisme, par l'omniprésence du marché qui va s'accentuer là, dans le quinquennat à venir, qu'on ait Marine Le Pen ou qu'on ait Macron d'ailleurs. Je ne peux pas accepter l'idée Gérard qu'il Filoche. y ait un mouvement à la base sans qu'il y ait des partis politiques. Mais j'ai pas dit Et ça. aussi, tu disais pas 5 personnes à Paris qui décident de... Derrière, Ah oui, pour moi, c'est pas- tu t'opposes à ma proposition de tout à l'heure, qui est de demander une réunion, Bayou, Roussel, Faure et Mélenchon pour discuter Oui, les 5 hommes dans une législatives. pièce, pour moi, ça n'est pas la démocratie. Pour moi, c'est une des parties de la démocratie. Parce qu'on ne peut pas dépasser les partis sans le faire s'entendre au sommet. Il faut les discussions au sommet aident à la base et la pression de la base aide à dépasser les sommets pour sans doute construire, parce que je suis pour construire un nouveau parti, un grand parti, une maison commune, pluraliste. Fondation Jean-Luc Mélenchon, vous répondrez que les fondations, il les a posées Et à non, c'est travers pas- l'Union populaire. C'est pas ça. C'est ce qu'il répète. Ne répondez pas à sa Tout à place fait, parce que c'est pas ça. Non, non, je répète pas. Je Ne- réponds pas à ça. Bah, pour regardez dire, la composition vous du essayez parce que vous me Parlement dites populaire. Jean-Luc Mélenchon va c'est ce qu'il répondre. dit. C'est ce Un qu'il dit. avatar. Le projet de l'Union populaire, c'est. Je peux vous répondre juste sur votre Je vous en prie. Vous êtes juste au cœur du problème. Parce qu'il va répondre, j'ai déjà fait, ralliez-vous. Et c'est justement ce qu'il faut pas faire. La question n'est pas de se rallier. La question est de construire le pluralisme. La question est de le construire démocratiquement. La question est de le construire partout. Dans les communes, dans les départements et dans les régions. La question n'est pas de dire, je vais avoir un groupe parlementaire plus fort et je vais faire encore plus fort pour que tout le monde se rallie à mon groupe parlementaire. Ça, c'est une méthode condamnée d'avance. On vient de l'avoir pendant 5 ans. Et après, la souveraineté.
Moi, c'est pas la souveraineté populaire qui me travaille beaucoup. Parce que je sais pas très bien ce que ça veut dire. Dans notre pays, ça veut dire... Oui, je vais vous dire. Dans notre pays, ça veut dire la souveraineté du CAC 40, la souveraineté du MEDEF, la souveraineté des grandes banques qui, autour de Macron, dans les 5 ans qui viennent, vont faire la politique. Et moi, je suis proposé une autre souveraineté. Il n'y en a pas une seule en France. La souveraineté du salariat. Ceux qui produisent les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. On est 30 millions et 14 millions de retraités. Cette souveraineté-là, je veux l'opposer à la caricature, parce que tout à l'heure, vous disiez que c'était l'État qui procédait de tout. Et moi, je veux vous dire que je suis pour un mouvement social qui procède autrement que par l'État actuel, ou par les sommets, ou par les leaders autoproclamés. Oui. Et donc, ce mouvement-là donnera naissance à ce parti s'il force ces partis eux-mêmes à s'entendre. Donc, je travaille bien sur tous les terrains. Mais il y en a un que je veux pas, c'est l'hégémonisme. Il y en a un que je veux pas, c'est ralliez-vous. Il y en a un que je veux pas, c'est le refus du pluralisme. Ouais. Il y en a un que je veux pas, c'est celui qui dit je construis un pôle radical contre un pôle droitier. Parce que réforme et révolution, ça ne s'oppose pas. Les réformes nourrissent la révolution et la révolution se nourrit des réformes. Et il faut, pour lutter, quand il y a eu mai 68, tout le monde était ensemble. Le vrai choix pour les révolutionnaires, j'en suis, c'est les derniers kilomètres quand on a fait tout le mouvement de mars et qu'on a remis en cause l'appareil d'État pour changer la société. À ce moment-là, dans les derniers kilomètres, je conçois parfaitement bien que des révolutionnaires se distinguent de ceux qui veulent en rester au stade antérieur. Mais on n'est pas dans les derniers kilomètres. On est au début d'une nouvelle course. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr, on est au début d'une nouvelle course qui, si on ne l'empêche pas, s'il n'y a pas un mai 68 demain, après-demain, l'année prochaine, si on ne l'empêche pas, va durer 5 ans. Et pendant ces 5 ans, il faut nous rassembler en nous respectant. Il n'y en a pas un qui va dire à l'autre, c'est comme ça que ça se fait et passe par mon canal, parce que sinon, il n'y aura rien. Parce que s'il y a sa moindre idée dans ce sens, nous sommes foutus. Voilà. Eh bien, écoutez, ce sera la grosse conclusion de ce premier plateau.